Bonjour, j'espère que vous êtes bien confinés. Aujourd'hui, c'est la fin du cours sur la justice et l'Orestie. Et si vous voulez pouvoir comprendre pourquoi il y a un aigle américain tout en haut à gauche, vraiment, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais promis, ce sera expliqué après. Alors, le problème d'aujourd'hui, ça va être de rapporter tout ce qu'on a vu sur l'Orestie et au programme. Et alors, le programme en philo cette année, c'est mettre la justice et la loi dans la rubrique de la liberté. Donc, on va se demander qu'est-ce que ça pose comme question, la justice et la loi, mais par rapport à l'idée de liberté. Comme d'habitude, en philosophie, on a la recherche d'un problème. Alors, c'est quoi le problème que pose la justice, la loi, par rapport à la liberté? C'est assez simple. La justice, on l'a expliqué, c'est le pouvoir de juger, de condamner, de punir. Et la loi, c'est, en première analyse, une barrière qui est mise à mon action, une limite. Bon. À partir de là, il est assez clair que la justice, la loi, ça semble être des diminutions de ma liberté. J'ai pris le symbole d'une prison, pour montrer qu'évidemment, dans l'imaginaire collectif, loi, justice, ça semble plutôt justement diminuer la liberté, peut-être même la faire totalement disparaître. Vous vous rappelez, en philosophie, on est toujours à la recherche de problématiques, c'est-à-dire pas juste répéter la question du départ, les rapports entre liberté, loi et justice, mais essayer de la préciser, de trouver des questions, et puis des questions avec des sous-questions. Alors c'est peut-être un peu abstrait, ici on va donner un exemple très simple. On a formulé le premier problème. Est-ce que la justice et la loi diminuent nécessairement, inévitablement, ma liberté? Première technique pour essayer d'approfondir la question, c'est de se demander qu'est-ce qui se passerait si on répondait oui, qu'est-ce qui se passerait si on répondait non? Quel problème on se pose si on répond oui, et quel problème on se pose si on répond non? Alors, si on dit que la justice et la loi diminuent ma liberté, on a envie de dire c'est un truc super important, la liberté, c'est un bien. Un bien, c'est quelque chose que je juge bien et que j'ai envie de garder. Et si jamais j'accepte de perdre ce bien, c'est que je gagne un truc en échange. Qu'est-ce que je gagne en sacrifiant une part de ma liberté? Si je réponds non, si jamais je dis non, la justice et la loi ne diminuent pas ma liberté, alors déjà là j'ai une sorte de petit mystère. C'est quoi cette histoire? Va falloir m'expliquer comment ça serait possible. Et puis allons-y, soyons encore plus fous. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la justice et la loi même augmentent ma liberté? Ça semble bizarre, étant donné les façons dont on a posé le problème au départ. C'est l'occasion de rappeler un petit problème de méthodologie. En philosophie, on travaille toujours sur la définition de ce qu'on appelle les concepts. Bon, les concepts, c'est une façon un peu bizarre de dire les mots, si vous voulez. Je rappelle que le programme de philosophie n'est qu'une liste de mots. Eh bien, entre philosophie, on va toujours travailler en fait en montrant qu'on est capable de définir déjà, et surtout notamment qu'on est capable d'améliorer nos définitions. Alors, comme j'ai déjà expliqué en cours, une dissertation, d'une certaine façon, le plan, c'est pas tellement oui, non, peut-être, c'est toujours, selon les trois parties qu'on a, trois définitions d'un concept, et surtout trois définitions qui vont en s'améliorant. Une première façon de comprendre la liberté me fera une deuxième première partie, une deuxième façon me créera une deuxième partie, etc. etc. Alors évidemment, là, il n'y a pas de suspense. La notion qu'on est en train d'étudier, c'est celle de liberté. Qu'est-ce que c'est que cette liberté? Est-ce que c'est un truc qui peut être diminué par la justice ou par les lois? Est-ce qu'on peut imaginer une définition de la liberté qui serait en fait augmentée par l'existence de lois et de justice? Bon, c'est ce genre de questions un peu plus profondes qu'on se pose. Mais il y a plein de questions très intéressantes au sujet de la liberté. J'en ai mis une en particulier. C'est par exemple de savoir est-ce que la liberté c'est une grandeur mesurable? Ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui est exclusif de son contraire? Alors quand on dit que la liberté c'est une grandeur mesurable, ce qu'on veut dire c'est qu'il y a des choses qui sont, on va dire, réglées par le principe de continuité, de mélange. Prenons la luminosité. Cette barre qui va du noir au blanc, le noir et le blanc se mélangent pour former le gris. Et en fait, on pourrait trouver une infinité de nuances de gris. Donc l'obscurité n'est pas le contraire parfait et exclusif de la lumière. Tout ça se mélange. Inversement, on pourrait dire que la vie et la mort sont complètement exclusifs. On ne peut pas être un peu vivant et un peu mort. On ne peut pas être un peu mort. On est l'un ou l'autre. Bon, ça c'est à peu près évident. Alors quelles sont les réponses qu'apporte l'Orestie? Qu'est-ce qu'elle répond aux questions qu'on a posées? Première réponse, on fait toujours dans l'ordre d'évidence. Bon, première réponse, c'est que bien sûr on perd de la liberté. Au départ, chacun obéissait à ses règles, à ses propres désirs, au reste
faisait ce dont il avait envie, se venger malgré la tristesse. Clytemnestre aussi avait fait ce dont elle avait envie. Égiste par amour ou vengeance aussi. Bien. Les Érénies suivaient leurs propres règles. Le principe qu'on a vu dans les Euménides, dans la troisième tragédie d'Échille, c'est que finalement, chacun va se soumettre à quelqu'un. Oreste se soumet à Apollon s'en remet à Athéna, etc., etc. Alors, on voit bien qu'on a perdu une liberté. La question, c'est alors de savoir ce que l'on gagne. Ce qu'on gagne, c'est assez simple, aussi un mot pour le désigner. On gagne de l'ordre. Alors en effet, les rapports de force qui régissent la vengeance, c'est une forme de désordre. Il y a des gens qui parlent de loi de la jungle, la loi du plus fort. Beaucoup de philosophes, je ne vous dis pas lesquels, ce n'est pas le sujet ici, disent que tout ça n'a aucun sens. En effet, la force n'apporte aucune stabilité, aucune durabilité, parce que je ne sais que l'autre est plus fort que moi qu'au moment où je l'affronte pour de vrai. Et puis en plus, tout ça est très très variable. Si jamais Jean-Paul est plus fort que Kevin, il suffit que Kevin fasse une alliance avec Gertrude et il peut le devenir. Donc quand on en est qu'au rapport de force, finalement, il y a toujours une forme d'incertitude. Il n'y a pas d'ordre dans leur pur rapport de force. Au contraire, dès qu'on accepte de se soumettre à un juge, à un tiers, même si ce n'est pas un ordre qui nous va parfaitement bien, on acquiert deux choses. La prévisibilité, voilà, je sais quels sont les principes qui vont régir mon existence, ça c'est extrêmement confortable. Et deuxièmement, il y a une sécurité, parce que ça suppose, on l'a dit, l'existence d'une force plus grande, une force menaçante. En l'occurrence, dans les Euménides, cette force c'est Athéna. La plus grande des déesses, c'est une déesse vraiment de la guerre, je le rappelle, c'est une déesse de la guerre avec Arès. Alors, il y a une citation assez célèbre de Freud qui résume ça, même si on est 2500 ans après, c'est la citation de Malaise dans la culture qui dit que la liberté individuelle n'est pas un bien de culture. Ce que ça veut dire, c'est très simple, c'est que entrer en société, donc par exemple avec l'institution de la justice, ça suppose de renoncer à la liberté. Alors, avant la culture, dans la nature, si ça existe pour l'être humain, on aurait peut-être plus de liberté individuelle, mais tout ça n'a pas beaucoup de valeur, dit-il. Pourquoi ? Parce que sans cette sécurité, sans cet ordre, je ne peux pas en faire grand-chose. Alors, précisons, tout ça, ça suppose qu'on a défini la liberté comme le fait de faire ce que l'on veut. Okay ? Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on voit bien qu'on peut être plus ou moins libre. Avec la justice et les lois, je suis un peu moins libre que sans. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'un degré de proportionnalité. Plus il y a de loi, plus il y a de justice, moins je serai libre individuellement. D'un autre côté, je gagnerai une forme d'ordre, et c'est là qu'on doit réfléchir à la hiérarchie des biens. Peut-être que la liberté n'est pas le bien suprême, si on accepte d'en sacrifier une partie pour gagner un peu d'ordre, un peu de sécurité, disait Freud dans son ouvrage. Alors ça, c'était la première réponse, et maintenant, on va être obligé d'utiliser une distinction pour approfondir un peu notre réponse. Cette distinction est très simple, c'est la distinction entre justice comme institution et justice comme idéal. La justice comme institution, c'est le simple fait qu'il y a un tribunal, voilà, et une force, qui sont là pour faire appliquer les décisions du tribunal. Bon. Ça s'oppose à quoi ? Ça s'oppose au fait qu'il n'y ait pas de juge, pas d'arbitre, pas de distinction, voilà, qu'on soit simplement à l'état de nature, dans les rapports de force, toi contre moi, si on n'est pas d'accord. Alors on l'a déjà dit, cette justice-là, le simple fait qu'il y ait un tribunal, c'est pas parce qu'elle est là qu'elle est forcément idéale, elle est parfaite. Elle peut être arbitraire, on peut mettre un juge-arbitre. Ou elle peut être aussi simplement limitée au fait d'appliquer le droit, les lois telles qu'elles sont là. En philosophie et dans les études de droit, on appelle ça le droit positif, les lois telles qu'elles sont aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bien, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça veut dire qu'elles sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Et normalement, le juge est là pour faire appliquer le droit positif. Alors, on a dit, il y a un intérêt à la justice comme institution, mais il y a un deuxième sens du mot justice, c'est l'idée de justice comme idéal. Ça désigne la norme, c'est-à-dire ce que devrait être la loi, les lois. On pourrait dire que c'est une certaine idée du bien ou de ce qui est correct. Bon, il y a différents mots dans les différentes langues. Mais vraiment, cette distinction très simple doit être connue. Justice comme institution, un fait, et justice comme idéal, une norme parfaite en un sens. Alors, c'était très important de connaître cette distinction pour permettre d'approfondir notre lecture de l'Orestie. En effet, est-ce que finalement on accepte de perdre une partie de notre liberté pour n'importe quel ordre ? Pas du tout. Pas du tout.
on a remarqué que dans l'Orestie, ce ne sont pas des gens qui débarquent ici voilà, en n'ayant rien à faire de la justice. Les Irénies défendaient une certaine vision de la justice, celle qu'on appelait la loi du talion. D'ailleurs, Apollon aussi défendait une certaine vision de la justice, et d'ailleurs une certaine vision aussi de la loi du talion. Simplement, lui, il avait une vision sexiste du truc. Bon, les femmes, ça vaut moins que les hommes, on l'a expliqué déjà. Et les Irénies ne s'occupaient pas de ça. C'était à l'ancienne, œil pour œil, dent pour dent, point barre. Voilà. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la solution du problème qui opposait Oreste et les Irénies, elle a été trouvée par le fait qu'on délibérait et qu'on réfléchissait à ce que c'était la justice. Alors, on va le dire très simplement, l'ordre qui est né de la décision du tribunal, il n'a été accepté que parce que, en fait, tout a été construit pour qu'on fasse en sorte que ce soit un ordre juste. On a bien gagné le minimum, la fin de la violence, l'application de la loi. Mais tout ça, et c'est vraiment important du coup de lire la fin du texte, tout ça n'est accepté que parce que les uns et les autres ont pu s'exprimer, donner leur point de vue, que parce que les 500 membres de l'Aréopage ont pu délibérer, certes avec le patronage un peu imposant d'Athéna, mais tout ça a supposé une délibération, une discussion de ce qui était véritablement, idéalement juste. Et ça, il faut le mettre évidemment en regard du contexte historique. Le texte, il a été présenté normalement en 458 avant Jésus-Christ, devant la démocratie athénienne, devant les citoyens d'une démocratie, qui voyaient bien que dans cette pièce de théâtre, on célébrait, on faisait en gros la pub d'une démocratie. Une démocratie au niveau de la justice, où 500 personnes sont là pour discuter, est-ce qu'on est coupable, est-ce qu'on n'est pas coupable. Bon, évidemment, c'est pas l'Aréopage, l'institution la plus démocratique de l'époque, c'est ce qu'on appelle l'Ecclésia. C'est en gros l'Assemblée nationale de la démocratie athénienne. J'ai mis une petite image, pas très jolie, mais explicative sur le côté. Alors, la deuxième réponse, on peut la préciser désormais. En fait, on a perdu une sorte de liberté, la liberté de faire ce qu'on veut. Bon, ça c'est compensé par le fait qu'on a gagné de l'ordre, mais il y a des ordres particulièrement injustes. Une dictature, très souvent, c'est très ordonné, on est bien tranquille à l'intérieur d'une dictature, simplement, on n'a pas forcément ce qu'on appelle la justice. Mais de l'autre côté, ce que disait l'Orestie, c'est que tous les ordres ne sont pas acceptables. Et on voit que les gens, les personnages de l'Orestie ne l'acceptent que parce qu'ils sont l'expression d'une autre forme de liberté, celle qui intéressait vraiment les démocrates athéniens, qui ne croyaient pas tellement dans la liberté de faire ce que l'on veut en fait, c'est la liberté de participer à la délibération collective, ce qu'on appelle la liberté politique. On a donc notre deuxième concept de liberté, qui lui est très important par rapport à l'idée de justice. La dernière réponse, en fait, c'est une réponse plus abstraite, politique. C'est l'idée que finalement, en demandant aux perdants dans le procès, les Irénies, en leur demandant à ces Irénies d'accepter le deal qui consiste à devenir les déesses protectrices de la ville d'Athènes, et bien en faisant ça, elles sont devenues de perdantes qu'elles étaient gagnantes. C'est donc quelque chose d'extrêmement symbolique en matière de politique et de philosophie politique, c'est cette idée que la justice, elle est là pour transformer les perdants en gagnants. Elle est là pour faire qu'en fait tout soit gagnant. Pas simplement pour faire disparaître le désordre, mais aussi et surtout pour que d'une certaine façon on donne une voix concrète à cette chose super abstraite qu'on appelle sinon la société, ou plus exactement ici la communauté politique. Parce qu'une communauté politique, en fait, c'est quoi? C'est plein de gens qui sont d'ailleurs la plupart du temps pas d'accord. Et la prouesse politique véritable, c'est à partir de plusieurs ne faire qu'un. Et ça, c'est par exemple, c'est pour ça que j'avais mis l'aigle américaine dessus, c'est le sceau du président des États-Unis d'Amérique. C'est d'une devise qui explique bien en fait ce truc un peu magique de la politique et que la justice réussit à faire quand elle est bien foutue. Ça consiste à faire que les gens qui partiraient à droite, à gauche, même en conflit l'un contre l'autre, acceptent d'aller dans un sens. Voilà, cette soumission à un pouvoir, une autorité qui va juger les uns et les autres. Ben ça, c'est véritablement la première et la plus belle des prouesses de la justice, celle visiblement dont Échille faisait la pub.
Voilà, ben, j'espère que c'était à peu près clair. J'ai essayé de mettre un petit peu là les petits résumés pour que vous voyez tout ce qu'on peut tirer de ces textes. On pourrait sans doute en tirer un peu plus, mais c'est déjà pas mal et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bon confinement.